Bonsoir, bienvenue dans les conversations. C'est un nouveau format d'échange avec les acteurs qui font l'hôtellerie, la restauration et le tourisme d'aujourd'hui et de demain, qui est organisé par Singularité HFT et le magazine Hotel Lodge. Chaque mercredi et jeudi à 18h, 30 minutes de conversation pour partager et donner les clés concrètes pour sortir de la crise et construire une économie touristique et résiliente, prospère et à impact positif. Je suis Laurent Beaulieu, fondateur de Singularité HFT, et pour ce 12e opus, j'ai la joie d'être en compagnie d'Adrien Glohagen, fondateur et président de Tourist Group. Bonjour Adrien. Bonjour Laurent, Donc merci de me bienvenue. recevoir. Mais merci de participer à ces conversations. Et pour continuer sur nos rituels, ma première question sera comment vas-tu, toi, tes proches et tes équipes, après ces 60 jours de confinement et ce déconfinement partiel depuis hier? Eh ben, écoute, tout va bien de notre côté, pas eu de soucis particuliers pendant ce confinement. Les équipes, tout le monde va bien à ce que je sache. On est à environ 90 et il n'y a pas eu de soucis non plus de leur côté. Ils sont plutôt tous pressés de revenir travailler, donc j'ai de la chance. Parfait, excellent. Et pour préciser un petit peu à nos auditeurs, donc tu es un entrepreneur né, tu es au pair depuis 2008 dans l'hôtellerie, avec une vision assez singulière. Mais toutefois, pour ceux qui ne te connaîtraient pas complètement, est-ce que tu peux revenir sur ton parcours, les différentes étapes qui t'ont permis de construire le touriste groupe que tu diriges aujourd'hui, s'il te plaît? Oui, en fait, j'ai repris un premier hôtel en 2008, l'hôtel Sophie Germain, qui était à Montparnasse, dans Rochereau exactement. Mhm. Et il n'y avait pas vraiment à l'époque d'idée de stratégie, de grande stratégie, de groupe hôtelier, de choses comme ça. L'idée, c'était vraiment de reprendre un petit hôtel de quartier, d'en faire quelque chose qui me plaisait et où je me sentais bien, où on pouvait accueillir les gens. Et puis voilà, et en fait, au fur et à mesure des rencontres et les années passantes, on a créé un petit groupe en l'orientant beaucoup plus vers la décoration, en faisant des choses de plus en plus qualitatives. On a essayé et toujours avec un espèce de leitmotiv commun à tous ces hôtels qui sont le bon rapport qualité-prix. C'est un truc auquel je fais hyper gaffe, qui me plaît beaucoup, c'est-à-dire de vendre la chambre au bon prix, à la bonne personne, avec les bons services. C'est là que vraiment d'essayer de faire attention, de ne pas survendre, de ne pas vendre trop cher les chambres pour… voilà, c'est là qu'on n'est pas dans un palace. On ne dit pas qu'on a 450 000 services non plus. On essaie juste de proposer une bonne chambre voilà, au bon prix. L'idée première, c'était de toucher une clientèle urbaine, trentenaire, qui ne cherchait pas à aller dans un hôtel de premier ordre, peut-être dans un deuxième emplacement, mais avec une bonne déco, un bon prix et les deux, trois services dont il a besoin. Ça a fait le succès des établissements que tu as lancés. Aujourd'hui, tu es à la tête de l'hôtel Panache, du Beau Repère, de l'hôtel Bienvenue. Il y a 2 projets en cours, un projet aussi sur Londres. Tu peux nous en parler un petit peu de ces 6 établissements? Oui, tout à fait. Ce sont donc des hôtels qu'on a lancés au fur et à mesure, donc depuis une douzaine d'années. Depuis une ouais, juste sur les ouvertures, on a donc l'hôtel Rochechouart, mais sur lequel je travaille avec le groupe Orso. Ok. On a l'hôtel Les 2 Gares qui est entre la gare du Nord et la gare de l'Est et on a fait pendant le confinement l'acquisition d'un hôtel à Londres, dans le centre de Londres, à Paddington, ce qui a pas été très facile, mais qui s'est plutôt bien passé et donc voilà, donc ces 3 derniers hôtels sont en travaux aujourd'hui. Excellent. La crise du Covid a été un choc d'une violence inouïe pour le secteur, c'est une évidence. Comment tu as géré, toi, avec tes équipes, la fermeture de tes hôtels et de tes restaurants? Et comment vous préparez la réouverture? Bah, pour la fermeture, en fait, ça a été hyper soudain, un peu comme tout le Ouais. monde. C'est-à-dire qu'à la date officielle de fermeture, je ne sais plus, mais peut-être une semaine avant, je n'avais pas imaginé une seule seconde que ça pouvait arriver. L'Italie était déjà confinée et j'avais l'impression, même si c'est collé à la France, on avait l'impression que c'était hyper loin et qu'on c'était sur une autre planète. Enfin bon, on a eu le confinement. En gros, le matin, tout le monde s'y préparait par rapport à l'annonce qui a été faite Ah, au journal télévisé le soir. ok. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que toutes nos équipes ont été hyper réactives. On a décidé de fermer tous les hôtels d'un coup. On en a laissé juste un ouvert, qui était le Bienvenu, pendant 2, 3 jours, où en fait, on a concentré tous les clients qui restaient dans les hôtels D'accord. pour pas les mettre à la rue et à la porte et tout ça. Et on les a mis au Bienvenu et on a fermé tous les autres hôtels.
Ce qui était un peu compliqué, parce que pour la petite histoire, on s'est même rendu compte qu'il y avait un hôtel qu'on n'avait jamais fermé à clé parce qu'il n'y avait il y avait pas de serrure. Donc, on a été obligé d'appeler un serrurier pour qu'il nous ferme l'hôtel. Mais voilà. C'est une belle anecdote. Bon, donc ça, c'était la partie fermeture. Euh, Aujourd'hui, tu prépares la réouverture. Donc, comment Exactement. vous anticipez sur la partie hôtel et sur la partie restaurant, et puis aussi pour les deux ouvertures que tu viens de nous citer, qui, elles, donc, sont des hôtels qui n'ont jamais été ouverts. Donc, il y a, j'imagine, plusieurs scénarios. On sait qu'aujourd'hui, Mhm. c'est un peu compliqué de se projeter en raison des dates. Mais du coup, peut-être nous parler un petit peu du plan que vous mettez en place. Alors, ce qu'on a prévu, bon, on n'a pas de date puisque Hum, pour l'instant, j'en sais rien. Mais en gros, on est prêt. C'est-à-dire qu'on a acheté pour tous les hôtels, on a des masques, des gants, on a des plexiglas de protection à mettre sur les bornes d'accueil, on a du gel hydroalcoolique. Donc ça, ce sont on va dire les choses un peu plus simples, le plus simple à mettre en place. On a déjà été fourni, donc ça, c'est prêt. Ensuite, dans les choses auxquelles on essaie de penser pour les semaines qui viennent, c'est-à-dire ça va être la nourriture pour nos clients le soir surtout, quoi, pour le matin et le soir. C'est-à-dire qu'on va réouvrir une des cuisines, la cuisine du panache, et en fait, on va donner la possibilité aux clients de pouvoir les nourrir tous les soirs où les restaurants seront fermés. euh, où les restaurants seront fermés. Ensuite, ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'on pense mettre les chambres en quarantaine en fait après le passage du client. d'accord. C'est-à-dire qu'on va adapter les plannings et on va essayer de laisser les chambres 48 heures en jachère, en gros, pour désinfecter au mieux les chambres après le passage d'un client. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, mais qui est plus personnelle, en fait, c'est que c'est par rapport à nos équipes, on va donner comme on n'aura pas besoin de toutes les équipes, on va donner la priorité aux pères et mères de famille parce qu'il y aura un gros problème de gestion avec les écoles, je pense. Bien Et sûr. donc, du coup, ces personnes-là pourront soit décider de ne pas revenir tout de suite, tant qu'on n'a pas besoin d'elles, en priorité. Et deuxièmement, on adaptera les plannings en fonction d'elles. Super. Voilà, Ça, pour c'est pouvoir une leur vraie permettre mesure. au mieux avec les enfants. D'accord. Bon, ça, c'est une vraie mesure pour faciliter la réouverture. Donc, ce que j'entends, c'est que sur les réouvertures, tu as une logique de refaire un parcours client différent avec tous les protocoles Mm. sanitaires qui ont été très largement partagés. Donc, ça va être un élément de réassurance très fort. Et donc, de travailler sur le confort de tes collaborateurs et donc sur des nouvelles offres pour la partie restauration. Donc, ça fait un peu écho avec la discussion, la conversation qu'on a eue avec Jean Balfort il y a quelques temps. C'est comment, du coup, on travaille le à emporter, ou en tout cas de façon externalisé. Donc, les gens vont pouvoir commander dans leur chambre un room service et donc vous allez pouvoir leur livrer la restauration le soir, ce qui évite de sortir. Exactement. En fait, le truc, c'est que nous, on a pris le parti de ne pas faire de cuisine à emporter pour tout le monde et tout ça, parce que c'était trop compliqué à mettre en place pour nous. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est que tous les matins, on va proposer un menu D'accord. avec deux, trois entrées, deux, trois plats et deux, trois desserts à nos clients, des horaires pour se faire livrer, donc par exemple 20 h et 21 h. Et en fait, tous les jours, ils pourront nous dire s'ils veulent avoir un repas ou pas dans leur chambre. Et comme les restaurants seront dans les prochaines semaines fermés, ça permet au moins, s'ils sont à Paris, de pouvoir avoir un bon plat, un verre de vin dans sa chambre, un truc un peu sympa euh, pour être à Paris, pour travailler. Bon, très bien. Je sais que tu es aussi très attaché au circuit court d'un point de vue produit, alimentation. Donc, je sais que tu travailles avec tes chefs sur des offres autant que possible basées sur ce type de produit. Est-ce que, du coup, la crise amplifie pour toi cette vision de restauration avec circuit court autant que possible? Est-ce que vous travaillez le côté épicurien? Parce que malgré tout, il va falloir remettre un peu d'expérience positive dans ce contexte qui va être très processé. Mmh. Quelles sont aujourd'hui les innovations sur lesquelles vous réfléchissez, la façon d'amener un peu de twist dans cette offre qui sera très contrainte? En fait, elle est pas, la crise n'a pas fait, pour moi en tout cas, accélérer les choses puisque ça a toujours été hyper présent et que c'est quelque chose en fait auquel on réfléchit depuis très longtemps et qui est vraiment le nerf de la guerre pour nous dans les restaurants. Ouais, Donc c'est quelque chose, on va voir un peu comment ça se passe dans le futur, mais c'est quelque chose qui est très important puisque, même à titre personnel, moi je suis impliqué dans une ferme de permaculture à côté de Paris qui s'appelle la ferme de l'Envol, qu'on est en train de lancer et tout ça, qui est la plus grosse ferme de permaculture, en Île-de-France. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de réfléchir à voilà, tout ce qui est circuit court, d'essayer de maximiser tous ces process et de pouvoir travailler au mieux avec ça dans les semaines qui viennent et dans les mois qui viennent, ouais, donc de point très continuer. important. Donc,
effectivement, de redonner un petit peu de sens. Quand on préparait cette émission, tu me parlais aussi d'animation. Il est vrai qu'on se retrouve dans un contexte où les gens viennent dans des établissements, que ce soit des hôtels ou des restaurants, pour trouver un peu de vie, ce côté épicurien, un peu d'ambiance et d'animation. Les gens vont être contraints, effectivement. Et donc, je crois que vous travaillez sur quelques axes pour faire que vos établissements, les clients y venant, puissent malgré tout voyager un petit peu. Ouais, l'idée, c'est que là, pendant jusqu'au mois de septembre, en gros, on va avoir qu'une clientèle française. Cette clientèle-là va pas forcément avoir très envie de venir à Paris, puisque c'est anxiogène, et puis parce qu'il y a tout simplement les vacances aussi d'été et que on va pas envie de se mettre à Paris. Donc, l'idée, c'était d'essayer de réfléchir d'une façon un peu rigolote pour les faire voyager. Donc, on est en train de mettre en place des packages autour du voyage ou autour de thèmes pour se réapproprier un petit peu les staycations et que les Parisiens, les Français puissent dormir à l'hôtel, venir dormir à l'hôtel à Paris. Donc, par exemple, on réfléchit avec la marque de pâte al dente un package autour de l'Italie. Voilà, et il y a plusieurs marques. On est approché et on a approché plusieurs marques pour essayer un peu comme avec al dente, de faire voyager nos clients dans les chambres d'hôtel et tout ça. Excellent. Que d'imagination. C'est plaisant de voir que l'entrepreneuriat ne s'arrête pas. On contourne les On problèmes. essaye. Ben oui, c'est bien. On parlait aussi du contexte. Alors évidemment, un coup d'arrêt l'économie, des complexités à gérer en tant que chef d'entreprise. Le gouvernement a déployé beaucoup pour aider le secteur. Est-ce que tu peux nous parler des mesures phares qui ont retenu ton attention et qui ont permis et qui te permettent aujourd'hui d'entrevoir l'avenir et de solidifier un peu les positions? Oui, moi, je suis plutôt satisfait de ce qui s'est passé, ces dernières semaines. Je trouve que c'est toujours un peu facile aussi dans les temps de crise de dire: «J'aurais fait ça, j'aurais fait ça». Moi, je trouve que le gouvernement s'en est pas trop mal sorti. On va voir un peu après aussi comment ça se passe dans les 6 prochains mois. Mais en gros, nous, on a utilisé les outils qui nous étaient donnés. Donc, par exemple, le report des crédits, qui Ouais. clairement est la chose phare. Donc, les banques, nous, notre banque, notre partenaire bancaire, c'est la Banque Populaire Occitane. Ils ont été hyper réactifs, comme d'habitude, et ils nous ont suivis, et c'était un vrai atout pour nous. J'imagine qu'eux, ils sont aussi aidés par le gouvernement derrière. La BPI aussi est toujours présente. Voilà, et quand il faut mettre en place les PGE, donc les prêts garantis par l'État, les banques, la BPI et tout ça, tout le monde est au rendez-vous. Voilà, ce qui est intéressant, quoi. Il y a le chômage partiel aussi Ouais. qui change tout, forcément, puisque ça nous permet de voir venir et de ne pas être obligé de licencier les gens, ce qui serait une catastrophe pour l'économie française. Donc voilà, pour le moment, l'État a plutôt été au rendez-vous. Et c'est toujours, voilà, il y a toujours les assurances. On aimerait bien que les assurances jouent un peu plus le jeu, puisque voilà, on est censé avoir des garanties de chiffre d'affaires qu'on n'a pas en cas d'épidémie mondiale. Mais pour l'instant, voilà, nos bailleurs aussi jouent le jeu, puisqu'ils nous ont permis de décaler les loyers. Non, franchement, tout le monde a joué le jeu, et je peux comparer par rapport à la crise qu'on a eue des attentats, Ouais. où voilà, où en fait les choses, je remarque, s'adaptent très vite et les gens réagissent très, très vite, quoi. Donc c'est plutôt agréable, et voilà, je pense que c'est que du bonus pour tout le monde. Dans un contexte compliqué, on a du coup des soutiens significatifs de l'État, des partenaires financiers. Voilà. Donc on sent que ça permet d'entrevoir, en tout cas, de travailler sur le futur et la sortie. Tu me faisais aussi part de la satisfaction, en tout cas de la différence que tu pouvais entrevoir entre ce qui se passait en France et dans d'autres pays. On va pas, voilà, donc c'est important de revenir aussi sur le fait qu'en France, on est particulièrement bien aidé par le gouvernement, mais aussi les collaborateurs à travers les mesures de chômage partiel et autres qui ont permis de préserver un minimum. Exact Exactement, parce que par exemple, nous, on a l'exemple très concret de l'hôtel à Londres, où Ouais. il y avait une équipe à Londres. Donc l'hôtel a fermé pour rénovation, et en fait, là, on se rend compte que les salariés à Londres n'ont pas du tout d'aide, ou en tout cas très, très peu. Et que pour X années passées dans un hôtel ou dans un restaurant, ils vont toucher à peine en chômage ou en indemnité de licenciement, peut-être 800 ou 900 €, ce qui clairement est vraiment, c'est rien du tout. Et je suis très content d'être en France, de travailler en France, et du coup, on n'est pas à plaindre, et voilà, on est un pays avec une bonne aide de l'État, quoi. C'est bien d'entendre ces éléments de satisfaction, si j'ose dire, dans ce Qui sont contexte. qui sont vrais en plus, c'est qu'on se plaint toujours Oui. en interne, et que voilà. Mais en vrai, quand on regarde un tout petit peu ce qui se passe ailleurs,
Franchement, il vaut mieux être en France aujourd'hui. C'est clair. Je pense qu'on a tous la chance d'être dans ce pays avec les mesures et il faut qu'on accompagne le gouvernement dans ces démarches. En tant qu'entrepreneur, tu me parlais aussi du soutien important de tes partenaires financiers. Tu en citais un, mais il y a les aides, il y a les reports, mais il y a aussi, je crois, l'accompagnement, le fait qu'ils soient Ouais, présents à tes voilà, côtés. c'est-à-dire que dans toutes nos entreprises, on a toujours, bon, bien entendu, des partenaires bancaires, mais on a aussi des partenaires financiers, des investisseurs avec nous à nos côtés, Ouais. et qui sont des chefs d'entreprise, voilà, des entrepreneurs aussi. Et on est très content de les avoir parce que même déjà psychologiquement, les crises voilà, on a toujours besoin d'échanger, de soutien. Ils Bon. sont là, ils sont présents. Il y a des family office qui nous aident. Euh, Même sans parler, on est un groupe où on n'a pas besoin pour le moment d'aide financière, entre guillemets, parce qu'on a une trésorerie, mais c'est vrai qu'il y a d'autres choses auxquelles il faut penser et ils nous donnent les moyens, ils nous accompagnent, on réfléchit beaucoup, on discute beaucoup. Et donc, on est très content d'échanger régulièrement avec ces gens-là. Ouais. Donc, ce qu'on entend, on pourrait synthétiser sur une forme de sorte de solidarité, en tout cas de support, de cohésion, que ce soit le gouvernement, les différentes entités qui permettent à des entrepreneurs de faire Bah, bien sûr, parce que après crise. je pense vraiment que quand il y a une tempête, Ouais. il y a le capitaine qui est là, mais le capitaine, il n'est pas tout seul sur son bateau, il y a toute une équipe ou des partenaires et tout ça. Et donc voilà, on est tous dans cette tempête. On sait très bien qu'elle va passer. On sait très bien que ça va être un peu dur, qu'on va peut-être y perdre quelques plumes. Mais l'idée, c'est qu'on puisse en perdre le moins possible et que tout le monde s'entraide. On n'est pas là pour se faire la guerre et tout ça. Et que voilà, que tout le monde s'entraide quand il y a un moment de flottement, quand il y a voilà, des vraies tempêtes. Ouais. Bon, rassurant. On discutait aussi de ta clientèle. Alors, une clientèle qui peut, en fonction des établissements, être française ou très internationale. J'imagine que le contexte va redessiner, en tout cas pour une petite période, la façon dont tu fonctionnes. Donc, tu avais une clientèle parfois très internationale, parfois française. Tu vas redéployer du coup une offre pour la clientèle plutôt française et plutôt parisienne. Tu parlais de cette façon d'animer, en tout cas de faire voyager la clientèle dans les établissements. Est-ce que ça va changer la façon dont vous allez aborder la partie marketing, la partie communication, la façon dont vous allez mettre de l'animation dans les établissements? Parce que du coup, pendant quelques semaines, voire mois, la clientèle va être très particulièrement domestique, donc française. Exactement. C'est que déjà, ce qui est très rigolo, c'est qu'on s'est vraiment aperçu, on le savait, mais ça a été flagrant. En fonction des hôtels, on a des clientèles très différentes. Par exemple, on a un hôtel Place de la République avec une clientèle très franco-française, on va dire. Et il y a l'hôtel Panache avec une clientèle beaucoup plus internationale et manque de bol, très américaine et très asiatique. Donc, du coup, le Panache, voilà, c'est pas pour tout de suite. Euh, mais donc, du coup, on est forcé de s'adapter, on est forcé de réfléchir à ce qui va se passer dans les semaines et dans les mois qui viennent. Et donc, du coup, voilà, l'idée, c'est vraiment, on a quand même dans tout le groupe une clientèle franco-française, donc on va essayer, on va aller la chercher et on va essayer de la faire revenir dans nos établissements le plus vite possible. Sachant que ça va être une clientèle ce qu'on appelle plutôt corporate, donc Oui, c'est-à-dire que c'est plutôt les gens qui travaillent, pas les touristes. tout à fait. Et, voilà, parce que je pense que les touristes ne vont pas revenir tout de suite à Paris, puisque c'est l'été et qu'ils vont avoir besoin plutôt de vacances et de choses comme ça pour s'aérer la tête. C'est clair. Tu as deux établissements qui sont à inaugurer. Vous imaginez le faire alors évidemment, il n'y a pas de date et il est difficile de projeter, mais comment tu imagines inaugurer un établissement dans ce contexte? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez plutôt un peu décaler ou vous allez changer des choses? Et puis dans le cadre du projet de Londres, c'est une double question, est-ce que l'effet Covid va t'amener à changer des choses dans le parcours client? Puisque du coup, il y a les nouveaux protocoles. Est-ce que ça va peut-être impacter la façon dont vous avez conçu, vous allez concevoir l'offre restauration ou la vie au sein d'un établissement? Hmm. Alors, sur les deux hôtels en travaux, le Rochechouart, là, qu'on fait avec le groupe Orso, Ouais, lui, il n'était pas prêt d'ouvrir, quoi, il n'était pas pour l'ouverture, il n'était pas pour tout de suite, tout de suite. On est plutôt en d'accord. fin d'année 2020. Donc, du coup, pour le moment, on est incapable de se projeter, de savoir ce qui va se passer. J'ai pas de raison, je suis assez peu, optimiste et il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Donc, 2000, on va ouvrir fin 2020 comme c'est prévu. D'accord. Et ensuite, pour l'hôtel des Deux Gares, on devait finir en juin. Donc D'accord. là, c'est un peu différent parce que du coup, il nous restait un mois de travaux en gros Ok. et ouverture en juin. Donc en fait, là, le chantier a repris depuis la semaine dernière. Ok. Donc on a un mois de travaux. Là, on a une vraie question. Je pense qu'on ne va pas ouvrir cet été. L'idée étant d'ouvrir en septembre. Ok.
Après, on va voir ce qui va se passer pour les différentes normes, les protocoles, les choses comme ça d'ouverture, de rencontre. Voilà, est-ce qu'on fera une fête, pas une fête? Ça, j'en sais rien. Un cocktail, pas un cocktail, voilà, je ne sais pas encore. J'aimerais bien, mais on verra. Et après, pour Londres, bah, dans l'instant T, ça nous a plutôt servi, en fait, cette crise, puisque l'entreprise générale avec qui on fait les travaux et qui a commencé les travaux va beaucoup plus vite que prévu parce qu'elle, elle a fermé des chantiers et D'accord. du coup, elle nous a mis plus de monde sur notre chantier en Ah bon. respectant leurs protocoles. Donc, il y a une personne par pièce, voilà, ils font hyper gaffe et tout. Mais du coup, ils vont 2 fois plus vite pour le moment sur le chantier. Donc, on va voir, il y a 1 an de travaux, hein, sur l'hôtel. D'accord. Mais ils nous ont annoncé là, la semaine dernière que ça allait beaucoup plus vite. Et ensuite, sur l'ouverture de cet hôtel, alors il n'y a pas d'offre restauration dans l'hôtel. D'accord. Donc, c'est que du hébergement et petit déjeuner. C'est pareil, c'est là que comme c'est dans 1 an, on se laisse le temps d'adapter en fait, les différents process et les différentes normes en fonction de ce qui va évoluer, je pense, après l'été en fait. Puisque, je ne veux pas faire des choses trop rapides et voilà, trop vite si ça change, si tout change. Donc on verra ce qui se passe à la rentrée là. Très clair. Mais écoute, c'est très enthousiasmant de voir qu'il y a ces étapes qui arrivent. Dans les projets donc, en cours et futurs, tu viens de nous dire ce que ça change. Est-ce que cet impact Covid et ce qui va se passer, parce qu'effectivement, il y a toute une partie qu'on va découvrir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, Mmh. est-ce que ça change ta vision du développement de l'hôtellerie, de ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu dis que tu vas aller chercher d'autres projets différents ou au contraire, ça conforte la vision que tu avais et que tu adapteras à ce contexte-là? Écoute, non, en fait, je vais toujours pareil, je suis assez positif, dans la vie, donc pour moi, ça change pas grand-chose. De toute façon, tous les projets qui sont sur les rails et ben, on n'a pas le choix, donc ils continuent à être sur les rails et on va jusqu'au bout et tout ça. Les projets futurs, bah, voilà, il y avait juste avant le confinement, il y avait des dossiers d'hôtels, on va dire, qu'on regardait. Ouais. Donc on les regarde toujours avec un petit œil un peu différent et on fait quand même assez gaffe et tout ça à ce qu'on fait. Voilà, on va peut-être, on fait un petit peu plus attention, mais c'est pas ça qui va changer vraiment la phase des choses pour nous et l'idée étant de faire des nouveaux hôtels, on sait faire des hôtels donc voilà, il y a pas de raison qu'on change. Ok. Très enthousiasmant à nouveau. Et du coup, de manière plus prospective, tu penses qu'il y a des choses qui vont bouger dans l'hospitalité au sens général? Je ne parle pas spécifiquement de ton groupe et de ta vision, mais parce que tu dis que la crise et le contexte vont changer la façon de faire de l'hospitalité au sens mondial, peut-être, je sais pas, sur la taille des établissements, la façon de le faire, de remettre de la vie, d'être. Comment tu abordes ça? Alors c'est une question très, très vaste. Le truc, c'est que ouais, j'espère en fait que ça va changer un tout petit peu. Ça va forcément changer, mais même si on sort bon, dans l'hôtellerie, juste pour parler, par rapport à notre hôtellerie à nous, Oui, oui, ça va changer parce qu'on a les gestes barrières là, dont on a parlé tout à l'heure. tout à fait. On J'espère qu'ils vont disparaître, ces entre guillemets, «ces gestes barrières» dans le sens où quand il y aura des médicaments, j'espère on pourra enlever les masques et enlever les plexiglas aux bornes de réception parce que sinon, l'accueil est pas top dans les hôtels. Ce qui me ferait là, si je sors un tout petit peu de l'hôtellerie et on va dire parler plus du tourisme, ce qui me ferait plaisir en fait, dans un futur proche, c'est que les gens prennent un petit peu plus conscience, mais pas que les gens en vrai. C'est que j'aimerais bien que les gouvernements, les offices du tourisme, les gens qui s'occupent d'accueillir les touristes chez eux, Ouais. fassent gaffe. Parce que en fait, c'est ce qui est hyper impressionnant dans les images que tu as forcément vues, quand on voit des villes comme Venise, où Oui. ils sont vides de touristes aujourd'hui, l'eau en à peine un mois redevient, translucide et tout ça, parce qu'il y a pas les paquebots, qui foutent la merde, il y a pas les quarts de touristes et tout ça. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que je pense que c'est pas aux touristes de faire attention, un peu, mais voilà, chacun sa conscience avec lui. Je pense que c'est plutôt aux pays accueillants, aux organismes accueillants de nous guider, de nous aider dans nos choix, dans nos destinations et à eux de pas ouvrir toutes les vannes, trop vite, trop tôt et de faire un petit peu réfléchir les gens, quoi. Donc sur un tourisme globalement un peu plus responsable, en tout cas au sens où on évite le tourisme de masse et on essaie de Ouais, c'est ça, réguler. oui, forcément, bah, déjà, les gens, sont sens quoi, j'espère, seront de plus en plus responsables par rapport à tout Ouais, et dans le voyage également et mais les gens, je pense qu'on leur donne les moyens de faire, ce qu'ils peuvent. Ce qu'il faut, c'est que, voilà, quand on regarde, la Thaïlande qui a été un peu saccagée, quand on regarde, je sais pas, des coins du Mexique ou je sais pas où, qui ont été saccagés ces 20 dernières années par des énormes complexes hôteliers, par des énormes complexes de je sais pas quoi, ça a pas de sens aujourd'hui, toutes ces infrastructures. Les paquebots avec 5 000 personnes, ça n'a pas de sens aujourd'hui. Donc c'est voilà, il faut
faut juste que toutes ces choses-là ne disparaissent pas, mais voilà, on les consomme différemment, quoi. On peut imaginer qu'effectivement, pendant cette période de Covid, où là, le marché va être fermé, on va redécouvrir une consommation un peu plus locale, un peu plus redécouvrir les beautés de la France. Imaginez que ça va sensibiliser pas mal de gens à redécouvrir ou en tout cas à consommer différemment le tourisme et à redécouvrir les régions peut-être de façon un peu différente. Donc c'est très intéressant. Adrien, si tu avais un seul conseil à partager avec tes homologues, tes pairs, les audiences que nous avons, sur ce qui s'est passé et comment toi tu vois la suite, quel est le conseil que tu te donnerais ou que tu donnerais aux autres? Je sais que c'est un peu difficile comme question, mais c'est plus pour J'ai pas partager trop un de tri. conseils, j'ai pas trop de conseils à donner aux gens en général, mais moi, ce que je vois dans mon expérience personnelle, si je peux analyser en gros les 2 crises les plus récentes qu'on a vécues, c'est-à-dire que ce soit les attentats, et la crise d'aujourd'hui. Ouais, Heu, pour notre groupe, quand il y a eu les attentats, c'était très, très compliqué pour nous. Une fois de plus, heureusement qu'on avait les partenaires bancaires et les partenaires, financiers, nos actionnaires qui nous ont soutenus. ouais, Parce qu'en termes de trésorerie, en termes de voilà, c'était vraiment chaud. Aujourd'hui, on a un groupe beaucoup plus solide, on a la trésorerie, qu'il faut, et donc on largement plus supporter, cette crise. On peut voir venir pendant un an, sans souci. Et donc effectivement, c'est pas un conseil, bien entendu, c'est facile de dire ça maintenant avec le recul, mais je suis content en tout cas d'avoir un petit peu de trésorerie de côté, quoi. On va pas se mentir. d'accord. Moi, c'est le point commun, c'est ce que nous disait aussi Jean Valfort dans une autre conversation, c'est qu'effectivement la trésorerie permet de C'est le nerf de permettre, la guerre, hein, ça change tout, ouais. voilà, ça permet d'anticiper, de permettre à l'entreprise de passer cette étape. Écoute, je crois qu'on arrive à la fin de cette conversation. On va te sacrifier au rituel. Avant, c'était que vas-tu faire après le confinement, mais là, on y est depuis lundi 11. On est en déconfinement partiel. Et quelle a été ta première sortie à titre Ouais. personnel de déconfinement avec toutes les précautions d'usage, j'imagine? Écoute, rien d'extraordinaire. En fait, moi, j'ai 3 filles à la maison, Ouais. donc on est juste allés se balader. Ma femme est partie travailler, lundi, mais nous, tous les 3, on est partis se balader. On a fait une grande balade dans Paris. Il y avait beaucoup de vent, il faisait pas très chaud, mais on était contents d'aller respirer, de ne pas avoir d'autorisation à faire et des choses comme ça. Voilà, mes filles étaient très contentes, qu'on puisse aller, voilà, faire une balade et marcher un peu. Un petit sentiment de liberté qui retrouve. Ouais, j'ai pas pendant le confinement, j'ai pas eu l'impression d'être enfermé non plus, hein. C'était pas la catastrophe non plus, mais c'est vrai que c'était sympa de faire une grande balade et c'était un peu plus, voilà, un peu plus détendu. Bon, bah, merci Adrien, merci Et à toi? pour ce partage, ces échanges. Bien évidemment, toutes les personnes qui nous écoutent pourront poser des questions en commentaire et puis avec Adrien, nous y répondrons. À nouveau, merci beaucoup. Je vais remercier le magazine Hotel Lodge qui nous permet d'organiser ces conversations. Et donc, c'est très important. Merci à Jérôme Gruget. Et puis, nous vous donnons rendez-vous mardi 19 mai avec Laurence Berlemont, qui est fondatrice du cabinet d'agronomie provençale, qui nous parlera de son travail fascinant, celle qu'elle réalise pour des opérateurs hôteliers, où elle développe des domaines viticoles, oléicoles et trufficoles. Elle sera interviewée par Pascal Boissier de l'équipe Singularité HFT. D'ici là, prenez soin de vous et Adrien, merci à nouveau pour cette Merci participation. beaucoup. Je te souhaite donc à bientôt. À bientôt. Ciao. Merci, au revoir.